L'administration de Donald Trump mène une guerre contre le Venezuela, mais cela s'inscrit dans une guerre politique plus large contre l'Amérique latine. Au cours des derniers mois, le gouvernement américain a imposé des sanctions au président démocratiquement élu de la Colombie, Gustavo Petro. Trump a également imposé des droits de douane de 50% au Brésil. Il s'agit de l'un des taux de droits de douane les plus élevés au monde, et Trump a été très clair sur le fait qu'il s'immisce directement dans la politique intérieure du Brésil. De plus, Trump a affirmé à plusieurs reprises qu'il allait prendre le contrôle du canal de Panama, puis coloniser ce territoire géostratégique important en violation flagrante de la souveraineté du Panama. Et Trump s'est ouvertement ingéré dans les élections en Amérique latine. Par exemple, l'administration Trump a proposé un plan de sauvetage de 40 milliards de dollars pour tenter de sauver le président libertarien de droite de l'Argentine, Javier Milei, qui est un proche allié de Trump. Aujourd'hui, je vais donc expliquer pourquoi Donald Trump est si agressif en Amérique latine et quels sont les véritables objectifs de l'Empire américain, car ce dont nous parlons ici, c'est d'un impérialisme flagrant, voire d'un néocolonialisme. L'Empire américain cherche à imposer son hégémonie sur l'ensemble de l'hémisphère occidental et tout particulièrement en Amérique latine. Et Trump est très clair sur le fait qu'il veut voler les ressources naturelles des pays de la région afin que les entreprises américaines puissent exploiter ces ressources et engranger énormément d'argent. Et dans ses attaques flagrantes contre la souveraineté de l'Amérique latine, Trump poursuit 3 objectifs principaux. Premièrement, il veut exploiter les ressources naturelles de la région, y compris le pétrole, le gaz naturel, l'or, d'autres minéraux, l'agriculture et l'eau. Avec le changement climatique, l'eau va devenir de plus en plus importante. Donc Trump veut que les entreprises américaines s'approprient ces ressources naturelles afin que ses amis milliardaires puissent en tirer profit. C'est le premier objectif. Deuxièmement, l'administration Trump veut empêcher tous les gouvernements de la région d'entretenir des liens étroits avec la Chine, mais aussi avec la Russie et l'Iran, et surtout avec la Chine. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud, donc Trump est désespéré de couper la Chine dans cette nouvelle guerre froide que les États-Unis mènent. Et enfin, le troisième objectif, qui est bien sûr lié aux 2 premiers, est d'éliminer tous les gouvernements de gauche dans la région. Et en ce moment, il se trouve justement que la majorité des gouvernements de la région sont dirigés par des leaders de gauche, et Trump veut avoir plus de dirigeants de droite dans la région qui serviront docilement les intérêts des États-Unis, comme Javier Milei en Argentine, Daniel Noboa en Équateur ou Nayib Bukele au Salvador. Et ce n'est pas un hasard si ce sont les alliés les plus proches des États-Unis dans la région. Et tout comme lors de la Première Guerre froide, l'Amérique latine était dominée par des dictatures de droite. La grande majorité des pays n'étaient pas des démocraties. Il s'agissait de dictatures fantoches soutenues par les États-Unis. Et en somme, c'est exactement à cela que l'Empire américain veut revenir aujourd'hui. Voici les objectifs impérialistes de la guerre néocoloniale de Trump contre l'Amérique latine. Et bien sûr, cela n'a pas commencé avec Trump. Cela remonte à des centaines d'années, mais Trump l'a porté à un tout autre niveau. Aujourd'hui, je vais donc parler de la guerre menée par l'administration Trump contre l'Amérique latine. Et puisqu'on parle de ressources naturelles, parlons de la guerre des États-Unis contre le Venezuela. Or, le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et le Financial Times a publié un article basé sur des entretiens avec des hauts responsables américains, dans lequel ils ont admis que l'objectif de la guerre des États-Unis contre le Venezuela est le changement de régime. Ils veulent renverser le gouvernement indépendant de gauche du Venezuela et installer un régime fantoche de droite soutenu par les États-Unis. Trump prétend maintenant qu'il attaque le Venezuela soi-disant pour stopper l'afflux de drogue vers les États-Unis en utilisant la rhétorique de la guerre contre la drogue. C'est complètement faux. Ce n'est qu'un prétexte cynique que le gouvernement américain utilise pour mener ses guerres d'agression en Amérique latine. Le Financial Times a admis, je cite, « La priorité est désormais de forcer le départ des principaux responsables du gouvernement vénézuélien. » Fin de citation. Et ils ont clairement indiqué que l'administration Trump prépare des plans pour potentiellement assassiner le président constitutionnel du Venezuela, Nicolás Maduro. Le Financial Times a noté qu'il existe, je cite, une menace claire que si Maduro et son cercle rapproché s'accrochent au pouvoir, les Américains pourraient utiliser une force militaire ciblée pour les capturer ou les tuer. Fin de citation. C'est donc un néocolonialisme flagrant, comme nous l'avons vu au XIXe siècle. Et l'Empire américain a 2 objectifs principaux, en dehors du renversement du gouvernement vénézuélien. Premièrement,
les États-Unis veulent exploiter les abondantes ressources naturelles du Venezuela. Et deuxièmement, ils veulent empêcher la Chine, la Russie et l'Iran d'avoir des alliés en Amérique latine. Je lis ici dans le Financial Times, je cite, « Ce qui est en jeu au Venezuela, ce sont les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, ainsi que des gisements précieux d'or, de diamants et de coltan. Ancien allié des États-Unis au siècle dernier, la nation sud-américaine est passée dans l'orbite de la Russie, de la Chine et de l'Iran sous Hugo Chavez, l'ancien officier de l'armée qui a mené une révolution socialiste bolivarienne à partir de 1999. » Fin de citation. Le Financial Times, bien sûr, n'a pas mentionné que Chavez avait été élu démocratiquement, tout comme son successeur Nicolás Maduro et les États-Unis. Le gouvernement américain a une longue histoire de coups d'État en Amérique latine pour renverser des dirigeants démocratiquement élus, et nous voyons que cela se produit encore une fois aujourd'hui au Venezuela. Le Financial Times a cité une figure de l'opposition vénézuélienne très riche et de droite, très proche de l'administration Trump, et elle a admis, je cite, « Le plan actuel est la capture de Nicolás Maduro, capture tuer ou capture arrêter et l'éliminer, d'une manière ou d'une autre. » Fin de citation. Donc, la stratégie de l'Empire américain consiste soit à faire ce qu'il a fait au Panama en 1989, lorsque les États-Unis ont envahi le Panama, renversé son gouvernement et arrêté son dirigeant, soit à suivre l'autre option, celle de la guerre américaine contre la Libye en 2011, où les États-Unis ont tué le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et provoqué l'effondrement de l'État. Et encore aujourd'hui, 14 ans plus tard, la Libye est un État en faillite qui est plongé dans une guerre civile permanente. Et pour superviser la guerre américaine contre le Venezuela, il n'y a pas seulement Donald Trump, mais aussi Marco Rubio qui mène la charge selon le Financial Times. Marco Rubio occupe simultanément les fonctions de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale, et Rubio est un va-t-en-guerre néoconservateur de longue date originaire de Floride, dont toute la carrière politique a été consacrée à tenter de renverser les gouvernements socialistes à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela. C'est son obsession personnelle de toute une vie. Et lors du premier mandat présidentiel de Trump, en 2019, Trump a lancé une nouvelle tentative de coup d'État au Venezuela. Cela a échoué, mais lors de cette précédente tentative de coup d'État, au cours de laquelle les États-Unis ont nommé le politicien d'opposition de droite peu connu, Juan Guaidó, comme soi-disant président intérimaire fictif du Venezuela, alors même qu'il n'avait jamais participé à une élection présidentielle. Eh bien, pendant cette tentative de coup d'État, Marco Rubio faisait pression sur l'administration Trump pour qu'elle lance une invasion militaire du Venezuela afin de tuer le président Maduro. Et maintenant, bien sûr, Rubio est la deuxième personne la plus puissante du gouvernement américain après Trump lors de son second mandat, et Rubio met en œuvre ce qu'il réclame depuis des années, à savoir une guerre militaire contre le Venezuela, pour renverser le gouvernement constitutionnel et reconnu internationalement du Venezuela et installer un régime fantoche. Et en fait, certains des proches alliés politiques de Trump sont fiers du fait qu'il s'agit d'une guerre coloniale. Sur Fox News, le sénateur républicain néoconservateur Lindsey Graham, qui est un proche allié de Trump, ainsi que l'animateur de Fox News, Sean Hannity, et Trump est un grand fan de Sean Hannity, il regarde souvent son émission et parle de combien il apprécie Hannity. Eh bien, lors d'un segment sur Fox News, ils ont évoqué l'idée que le gouvernement américain devrait coloniser le Venezuela et en faire le 51e État. Donc encore une fois, je le répète, c'est du colonialisme à la mode du 19e siècle. Maintenant, dans le cadre de cette guerre coloniale contre le Venezuela, l'administration Trump a mené de nombreuses attaques, non seulement dans les Caraïbes, mais aussi désormais dans le Pacifique. L'armée américaine a bombardé de nombreux bateaux et tué des dizaines de personnes sans procès, y compris non seulement des Vénézuéliens, mais aussi des Colombiens et de pauvres pêcheurs de pays caribéens comme Trinité et Tobago. Il n'existe absolument aucune preuve que ces personnes étaient des trafiquants de drogue. C'est l'affirmation que fait l'administration Trump sans aucune preuve. C'est l'excuse qu'ils utilisent pour justifier la conduite de cette guerre coloniale en Amérique latine. Et l'un des rares dirigeants de la région à avoir courageusement dénoncé la guerre menée par les États-Unis est le président colombien Gustavo Petro. Il a averti que le gouvernement américain menace d'entraîner toute la région dans un conflit plus vaste et de mettre le feu à l'Amérique latine. Et en réponse, l'administration Trump a étendu sa guerre qui avait commencé contre le Venezuela, et maintenant l'administration Trump cible également la Colombie,
et le Trésor américain a imposé des sanctions au président colombien en exercice, démocratiquement élu Gustavo Petro. C'est une violation flagrante de la souveraineté de la Colombie et de son gouvernement élu. Et cela est survenu après un message furieux que Trump a publié sur son site web copie de Twitter, Truth Social, dans lequel il s'en est pris au président de la Colombie et il a à plusieurs reprises mal orthographié le nom du pays. C'est Colombie avec un O, mais Trump a écrit à plusieurs reprises Columbia avec un U, comme l'université à New York. Et tout en écorchant le nom du pays, Trump a faussement affirmé, sans aucune preuve, que Petro serait soi-disant, je cite, un chef de la drogue illégale. C'est complètement faux et il s'agit là d'une attaque flagrante, une fois de plus, contre le président en exercice, démocratiquement élu, d'un pays étranger. C'est un impérialisme flagrant. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, qui est un milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs de Wall Street, a faussement affirmé « c'est complètement faux ». Il a déclaré « Depuis que le président Gustavo Petro est arrivé au pouvoir, la production de cocaïne en Colombie a explosé pour atteindre des niveaux records. C'est un mensonge éhonté. Des experts indépendants ont en réalité démontré que la production de cocaïne a diminué sous le président Petro, et il a souligné sur Twitter que ce que dit le Trésor américain est un mensonge. La culture de la feuille de coca a diminué sous son gouvernement. Il a réduit les taux de 13% en 2022 à 9% en 2023, puis à 3% en 2024, et il a fait remarquer qu'au contraire, son gouvernement a saisi plus de cocaïne que dans toute l'histoire du monde. En réalité, la production de cocaïne a fortement augmenté en Colombie sous le précédent président de droite, Ivan Duque, qui était un proche allié des États-Unis et un ami personnel de Donald Trump. Et en fait, pendant le premier mandat de Trump, le gouvernement d'Ivan Duque en Colombie a joué un rôle clé dans la tentative de coup d'État dans le pays voisin, le Venezuela. Juan Guaidó, le chef du coup d'État soutenu par les États-Unis, travaillait en Colombie, menant des opérations pour tenter de renverser le gouvernement vénézuélien. Et en mai 2020, il y a eu une invasion ratée du Venezuela, menée par des mercenaires formés par les forces spéciales de l'armée américaine dans le nord de la Colombie. Et ils ont voyagé de la Colombie vers le Venezuela dans le cadre de cette invasion soutenue par les États-Unis qui a échoué pour tenter de renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. En fait, si vous connaissez un tant soit peu l'histoire politique récente de la Colombie, vous sauriez que les pires trafiquants de drogue du pays ont toujours été les alliés les plus proches des États-Unis, y compris, par exemple, l'ancien président de droite, Álvaro Uribe, l'un des alliés les plus proches des États-Unis dans toute l'Amérique latine. Les agences de renseignement américaines savent depuis des décennies qu'il est un trafiquant de drogue, un ami personnel proche de Pablo Escobar et qu'il a travaillé en étroite collaboration avec le tristement célèbre cartel de Medellín. Mais parce qu'Uribe est un oligarque multimillionnaire de droite, extrêmement anticommuniste, très anti-Cuba, anti-Venezuela et anti-Nicaragua, ce chef de la drogue a été l'un des alliés les plus proches et les plus obéissants des États-Unis en Amérique latine. Et en fait, alors même que l'administration Trump mène une guerre contre le Venezuela et désormais une guerre politique contre la Colombie, en s'appuyant sur de fausses affirmations selon lesquelles il s'agirait d'une guerre contre la drogue, Marco Rubio, lui, fait ouvertement l'éloge d'Álvaro Uribe, l'un des pires trafiquants de drogue de l'histoire de l'Amérique latine. Et le 21 octobre, Rubio a publié un tweet faisant l'éloge d'Uribe et remerciant le système judiciaire colombien de ne pas avoir emprisonné ce criminel corrompu et trafiquant de drogue. Et puis, en juillet dernier, lorsque l'administration Trump a lancé cette nouvelle tentative de coup d'État au Venezuela et cette guerre, Rubio a publié un autre tweet faisant l'éloge de ce criminel trafiquant de drogue, Uribe, et il a affirmé, je cite, « Le seul crime de l'ancien président colombien Uribe a été de lutter sans relâche et de défendre sa patrie. » Fin de citation. C'est complètement absurde. Le gouvernement américain sait depuis des décennies, selon des documents américains déclassifiés, des câbles, qu'Uribe est un baron de la drogue qui travaille en étroite collaboration avec les cartels. Et nous savons aussi depuis des décennies qu'Uribe a travaillé main dans la main avec des escadrons de la mort d'extrême droite en Colombie, qui ont assassiné des dirigeants de gauche, des syndicalistes, des défenseurs des terres et des leaders autochtones,
au profit de grandes entreprises cherchant à accéder aux terres et aux ressources en Colombie et qui veulent expulser les populations pauvres et autochtones vivant sur ces terres. Et ils utilisent la violence, ils utilisent des escadrons de la mort et des groupes paramilitaires qui ont été étroitement liés à Uribe et à sa bande criminelle, lesquels, encore une fois, sont les alliés les plus proches des États-Unis en Amérique latine. Et en fait, l'un des ranchs familiaux d'Uribe a servi de base à un escadron de la mort. Nous savons tout cela depuis des décennies. C'est l'un des pires criminels d'Amérique latine. Donc, cette guerre que Donald Trump mène contre l'Amérique latine n'a rien à voir avec la drogue. La soi-disant guerre contre la drogue a toujours été un prétexte cynique utilisé par l'Empire américain pour justifier son ingérence dans les affaires intérieures de pays étrangers, et nous voyons la même chose se reproduire aujourd'hui.